donne sans plus attendre la parole à Eric Brunat. Eric nous parlera de l'innovation en Russie, des priorités réelles et des choix gouvernementaux. Merci beaucoup. Non, peut-être pas micro, vous me direz si c'est convenable. Bonsoir à tout le monde. Je souhaite dire trois petites choses avant de commencer mon exposé. D'abord, je souhaite remercier la UEG, son président, Michel, Valérie aussi, qui nous travaillons depuis plusieurs mois. Merci de cet accueil ici de la mairie de Grenoble, ici dans ce local, moi qui viens de savoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me réjouis que ce type de rencontre ait lieu, parce que depuis la chute du mur de Berlin, je trouve que notre pays, l'Europe, et aussi en particulier en France, nous parlons pas très bien. Pas très bien, ça ne veut pas dire donner des bons points à la Russie ou des mauvais points, c'est pas le sujet. Mais c'est très caricatural. Il y a trois niveaux. Les médias, alors là, je ne m'étendrai pas là-dessus. Nos médias se caricaturent, il y a des caricatures des relations Europe-Russie et France-Russie qui sont tout à fait dommageables. Je dirais que nos politiques aussi, de droite et de gauche, se sont assez largement désintéressés de ce qui se passait sur la partie est du monde. Et c'est très grave, c'est très sérieux. Bon, quand j'étais aux Nations Unies, j'ai pu constater qu'il y avait fort peu d'intérêt de la part des Européens et en particulier des Français. Et le troisième point, alors là je balaye devant ma porte, ce sont les académiques. À l'université, et ça c'est un grand creux dans l'histoire des relations. Vous avez évoqué tout à l'heure la période soviétique, et bien avant encore, il y a toujours eu une complicité, je dirais presque des amours, qui parfois étaient déchirés, mais il y a eu un vif intérêt sur la longue période pour cette zone du monde, et aujourd'hui c'est un peu nouveau ce truc. Voilà, ça c'est mon deuxième. Troisième point, mon exposé, j'ai décidé de le couper en deux, et je suis économiste, et donc de faire une première partie quand même qui tient compte de la période actuelle. On va replacer cette question de recherche, on ne peut pas parler de la recherche comme ça en l'air. Je vais essayer d'apporter quelques éléments à discuter sur la situation socio-économique de ce pays, avec l'observation suivante. La première observation, c'est qu'avant la crise ukrainienne, il y avait un ralentissement de l'économie russe. Et ça, c'est assez intéressant à étudier et à comprendre. Mais aussi, deuxième observation de cette première partie, il y aura la Russie a des ressources financières humaines pour rebondir, et j'essaierai de suggérer quelques pistes. La deuxième partie, c'est le sujet de et donc j'ai un peu révisé mon présentation. Alors, donc quelques observations, parce que je pense qu'il y a deux éléments qui handicapent en réalité l'économie russe aujourd'hui. Sa réémergence. Deux révélateurs des difficultés structurelles, et ça c'est un point important, des difficultés structurelles indépendamment de la situation actuelle. Il y a d'une part la crise financière qui a été évoquée tout à l'heure rapidement, de 2008-2009, et d'autre part, en effet, la crise ukrainienne. Qu'est-ce que nous observons? Nous observons un point essentiel, le poids des ressources fossiles. Le poids des ressources fossiles dans ce pays, c'est 50% du budget fédéral, et c'est 2/3 des exportations. Alors je ne vais pas vous embêter avec cette formule de Dutch disease, mais c'est quand l'économie est distordue par un surpoids d'exportation ou d'exploitation de ressources fossiles. La Russie commence à être handicapée par le poids des ressources fossiles et dans son budget et dans ses exportations. C'est une économie qui est donc par conséquent, pour cette raison-là, très sensible aux fluctuations internationales. Quand nous ne nous portons pas bien, forcément, il y a un impact sur l'économie russe. Et l'économie russe a davantage souffert que les autres BRICS, les autres pays émergents, plus que le Brésil, plus que la Chine, plus que l'Inde, au moment de la crise financière internationale, parce que tout simplement, nous avons importé moins de gaz et de pétrole. Donc très sensible aux fluctuations internationales.
Un niveau d'inflation qui est encore élevé, ça a été dit par Valérie, mais ça c'est un vrai problème, parce que même à 6%, c'est pas une bonne nouvelle. Hein, et ça remonte en effet, comme tu l'as dit, un petit peu. Une inflation qui n'est pas maîtrisée, qui a un impact sur la consommation courante, avec, bon, il y a des entrées de devises importantes qui expliquent cela, des coûts de transaction, il y a des coûts d'infrastructure qui expliquent cette inflation. Si ça vous intéresse, je pourrais revenir là-dessus. Il y a une concentration du capital privé. Une concentration du capital privé avec une certaine opacité aujourd'hui, de ce capital privé, avec une certaine on va vers un capitalisme monopoliste d'État dans certains secteurs, notamment dans les secteurs stratégiques et énergétiques. Donc il y a une imbrication du capital privé et du capital public, et surtout une concentration du capital après les privatisations très discutable. La façon, pas les privatisations en soi, mais la façon dont ça a été opéré dans les années 90. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas anodin non plus. Ensuite, il y a une classe moyenne qui est émergente, absolument, et ça c'est le moteur de la croissance, et c'est quelque chose d'extrêmement important, mais cette classe moyenne émergente, qui est motrice de la croissance par sa consommation intérieure, elle est fragilisée par l'inflation persistante, elle est fragilisée par le coût de la santé, madame par le coût de l'éducation aussi, et par la faiblesse de certaines institutions. Donc la classe émergente n'est pas sécurisée pour le long terme, pour l'instant. Il y a une différenciation sociale qui est importante. Dans notre jargon d'économiste ou de statisticien, c'est le coefficient de Gini. Le coefficient de Gini, c'est un coefficient qui mesure la répartition des revenus et du patrimoine. Il n'est pas très bon en Russie, mais surtout, là vous ne voyez pas la dynamique, il se dégrade, ce coefficient de Gini. Plus on est proche de 1, c'est mauvais. Plus on est proche de 0, plus c'est super. Voilà, donc la France est à 0,30, la Chine est encore moins bien placée que la Russie, mais ce coefficient de Gini ne s'améliore pas en Russie, il se dégrade un tout petit peu. Je ne fais pas un tableau noir, je fais un tableau qui... je terminerai d'ailleurs ma première partie dans quelques minutes en vous disant qu'il y a des ressources pour pouvoir rebondir, mais il faut le faire. Il y a des investissements directs étrangers. Alors certes qu'ils sont importants dans les années 2000, ces investissements directs étrangers, mais ces investissements directs étrangers étaient très faibles dans les années 90. Très très faibles dans les années 90, beaucoup moins qu'en Hongrie, beaucoup moins qu'en Pologne, par habitant j'entends, hein, des investissements directs étrangers par habitant. Et donc ça démarre en effet dans les années 2000, et ensuite c'est un peu chaotique, selon la crise financière internationale ou aujourd'hui avec la crise ukrainienne. Et là, les investissements directs étrangers sont indispensables pour la modernisation de l'appareil de production et dans de nombreux secteurs de la recherche. Un niveau élevé de corruption, c'est exact. L'administration n'est pas pure et parfaite. Alors, elle est pure et parfaite nulle part, vous allez me dire, d'accord. Mais... Attendez, je peux m'expliquer là-dessus sans problème. C'est un niveau de corruption qui est élevé, c'est un sujet, en tout cas, à traiter dans ce pays. En tout cas, pour un pays de cette envergure, j'entends. C'est un pays avancé. D'ailleurs, je tiens beaucoup à ce terme réémergent. C'est pas une fantaisie d'universitaire, mais pour moi, la Russie n'est pas un pays émergent, c'est un pays réémergent, parce que tout simplement, il change de système, il ne sort pas du sous-développement. Et puis une situation démographique, on n'a pas le temps de creuser ces questions, c'est dommage, mais une situation démographique qui est très très préoccupante en Russie. Vous avez 115 millions d'habitants à l'ouest de l'Oural et 25 millions à l'est de l'Oural. Donc il y a un déséquilibre territorial, il y a un taux de fécondité qui est un bon taux de fécondité pour les années qui viennent de s'écouler, mais il n'est qu'à 1,72 cette année, en 2014. Pour la première fois depuis très longtemps, il va y avoir, pour la première fois depuis très longtemps, je veux dire après la chute du mur de Berlin, n'est-ce pas, et la fin de l'Union soviétique, comme en décembre 91, janvier 92, pour la première fois, il va y avoir une croissance naturelle de la population en 2013, et puis confirmée en 2014, mais très légère. Bon, il y a un problème démographique très sérieux. Ensuite, donc ce pays souffre de son sous-investissement. Ça, c'est très important. Un sous-investissement l'investissement aujourd'hui est à peu près 20% du PIB. 20% du PIB, source Nations Unies, et croisé avec des sources russes. Banque mondiale. Donc ce niveau d'investissement est voisin de 20%, c'est mieux que dans les années 90, mais c'est moins que dans la période soviétique. C'est mieux que dans les années 90, mais c'est moins que dans la période soviétique, et c'est surtout moins que les pays émergents qui ont réussi en Asie. Alors, dans ce cadre-là, aujourd'hui, les sanctions occidentales, la chute du prix du pétrole, la fuite des capitaux, la chute du rouble, la chute des IDE, des investissements directs étrangers,
Là, je vous fais un petit... Ceux qui voudront le PowerPoint, je le donnerai. Ça, c'est là où on peut retrouver les sanctions de l'Union européenne qui touchent la Russie. Hein. Là, vous avez des sources qui sont... c'est le journal officiel de l'Union européenne. Alors, la Banque centrale de Russie a reconnu le 10 novembre 2014 qu'il y aurait environ une fuite de capitaux d'environ 130 milliards de dollars des États-Unis en 2014. C'est pas encore bien, les dernières mesures ne sont pas loin de ce chiffre, c'est pas encore tout à fait officiel. Et le président Poutine lui-même a reconnu qu'après une chute de 40% du rouble sur le second semestre de 2014, il a reconnu que, enfin il a considéré qu'une partie d'environ de 25 à 30% de cette perte de valeur était liée aux sanctions internationales. Alors, l'économie russe semble-t-elle au bord du gouffre? Ça, c'est clair que pour faire face à cela, il y a des ressources. Donc, favoriser une meilleure utilisation de la grande rente pétrolière et gazière, c'est indispensable. Il faut une meilleure utilisation des ressources gazières et pétrolières de façon plus harmonieuse pour ne pas tomber dans le piège de ce que j'appelais tout à l'heure le Dutch disease. Les réserves de change. Alors ça, c'est un point très important. La Russie a des réserves de change alimentées par les exportations de gaz et de pétrole notamment, mais qui sont considérables. Ce sont des réserves, alors entendons-nous bien, ce sont des réserves de change qui sont supérieures à la Chine par habitant. Par habitant. Hein, il y a 4 000 milliards de dollars de réserves de change en Chine. Il y en a à peu près 500 milliards. J'ai un tableau officiel dans deux diapos. Mais ces 500 milliards de dollars de réserves de change, c'est quelque chose qui donne une marge de manœuvre importante, si la Russie le souhaite, pour la recherche, pour la santé, pour l'éducation et pour la transformation de ses infrastructures. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, il y a des réserves de change, mais il y a aussi ce qu'on appelle un fonds de stabilisation. En plus, un fonds de stabilisation qui est à 160, 170 milliards, ça fluctue, 170 milliards de dollars. Donc, si vous faites la somme des deux, on arrive à des réserves qui sont, à mon sens, presque trop importantes. Elles devraient être réinjectées. En tout cas, ça donne des marges d'action importantes pour le gouvernement. Le taux d'endettement. Alors là, c'est un taux d'endettement qui ferait rêver. Je parle du taux. Attention, la parenthèse a son importance. Attention, la parenthèse a son importance. Mais le taux d'endettement fédéral du gouvernement russe, il est à 10%. Voilà. Nous, on est à 95, les Italiens à 120, les Grecs, je ne sais plus, 185, les Japonais, mais c'est pas la même chose parce que les Japonais se financent pas essentiellement de l'intérieur. Néanmoins, au Japon, c'est 240. Bon. Là, on est à 10. Ça veut dire qu'on a à la fois un faible endettement fédéral et des réserves du fonds de stabilisation d'une part et des réserves de change d'autre part. Donc, une possibilité d'avoir une politique proactive non négligeable. Donc, je termine ce point sur une touche positive. Mais n'oublions pas les éléments de déstabilisation, structurels qui étaient antérieurs d'une part à la crise financière et d'autre part à la crise ukrainienne. Alors, voilà, ce tableau, j'ai mis en rouge les deux chiffres que je vais vous montrer. Voilà, regardez. Là, ça, ce sont les taux de croissance 2005. On est à 6,4. 8,5, 8,2, c'est excellent. Je vous ai dit tout à l'heure, on est très sensible aux fluctuations internationales. On pique du nez en 2009, c'est moins 7,8. C'est des chiffres qui sont plus sérieux que les autres BRICS que j'ai déjà évoqués, je ne me répète pas. Mais là, c'est ça, ce trend qui est pas bon. C'est cette tendance qui n'est pas très bonne. 2011, 4,3, ça ferait rêver Merkel, Hollande, etc. Ça, on est bien d'accord. Mais 4,3, ça va encore. 3,4, parce qu'attention, 3,4, pour un pays en émergence ou en réémergence, comme je vous l'ai défini tout à l'heure, en dessous de 3, c'est un peu difficile de financer sa croissance et son développement et ses infrastructures, etc. Donc en dessous de 3, pour nous, c'est une année merveilleuse si on est à 1, mais en dessous de 3, ça devient un peu compliqué. Et regardez, en 2013, nous sommes à 1,3. Donc là, ça c'est pour la préoccupation. Mais ça, ce sont les marges de manœuvre que le pays a. J'aurais pu mettre en vert aussi le solde du commerce extérieur qui lui-même est positif. Et là, regardez, une dette publique qui est à 11,3 cette année, à la fin du semestre 2, officiellement. Hein, ce sont des sources officielles de la Banque centrale de Russie, de la Banque de Finlande, etc. Bon, donc là, à la fin du deuxième trimestre de 2014, il y avait encore des réserves de change considérables et très peu d'endettement. Si vous me permettez, je vais sur ma deuxième partie.
Deuxième partie, alors faiblesse de l'exploitation et de la mise en application des découvertes. Ça c'est un vrai problème, qui s'articule bien avec ce qu'a dit Valérie tout à l'heure. La recherche a longtemps été coupée du... Ça c'est un truc très important. C'est vrai que l'Académie des sciences que tu as présenté, c'est bien de dire on a beaucoup de chercheurs, on a beaucoup de structures, mais si ces structures sont d'une part pas liées à l'université et d'autre part pas liées aux entreprises, là il y a un vrai problème. Et ça c'était cette coupure, la Russie est en train de le corriger, de la corriger. Ça, la Russie a amorcé la correction de cette coupure. Mais pendant longtemps, l'Académie des sciences a été coupée, la recherche a été coupée. L'université ne faisait pas vraiment de recherche, c'était de l'enseignement point à la ligne. Et il y avait en effet les instituts de recherche qui faisaient la recherche qui était plus ou moins éloignée des entreprises, plutôt plus que moins. La part des inventions qui débouchent sur un produit commercial est d'environ 2% en Russie contre 30% aux États-Unis. Alors là, ça c'est une information, ça c'est le solde des importations et exportations de technologies. C'est un solde qui est négatif. Mais ce qui me préoccupe, c'est pas tant d'avoir un solde négatif en matière de technologie. Parce qu'on peut avoir un solde négatif, ça veut dire qu'on peut-être on a une économie en pleine, extrêmement dynamique, et on va importer de la technologie de partout, le solde sera négatif, mais la réalité de l'économie fait qu'on peut avoir une économie dynamique avec un solde négatif. Même raisonnement sur le commerce extérieur d'ailleurs. Bon, mais c'est pas le lieu de discuter ça. Ce que je veux dire, c'est pas le solde négatif du commerce extérieur de technologie qui est préoccupant, à mon avis, c'est le fait que la Russie exporte peu de technologie. Voilà. Et c'est pour ça qu'avec Michel et Valérie, on a décidé de mettre dans notre... vous allez me dire, pourquoi vous parlez de la Belgique? Ben oui, mais la Belgique, pour deux raisons. Parce que la Russie, en 1999, c'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas maintenant. Mais en 1999, à la fin de la décennie 90, avait un PIB, donc après la période Yeltsin et du chaos des années 90, avait un PIB qui était équivalent à l'Autriche ou à la Belgique ou aux Pays-Bas. Ça, c'est la première bonne raison de voir où on en est aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que, pour vous montrer qu'un petit pays de l'Union européenne, comme la Belgique, exporte 20 milliards ou 21 milliards de dollars ou d'euros oui, c'est en euros que j'ai fait mon tableau. Donc, c'est 20 milliards de dollars d'euros d'exportation de technologie. La Russie peine à passer 3,5. Voilà, ça c'est plus important, à mon sens. Ça c'est plus important que le solde négatif qui peut au contraire révéler une vivacité de l'économie. Je reviens sur la précédente. L'ancien président Medvedev. Medvedev a sonné la sonnette d'alarme de façon assez claire dès 2009 sur cette affaire de recherche et en disant plusieurs choses. Medvedev, dans son discours à la nation, il dit plusieurs choses. D'abord, que l'innovation ne se porte pas bien, première information. Deuxième information, que la contribution des PME au PIB russe est à 17%, ce qui est très insuffisant, mais surtout qu'elles n'innovent pas. Et en plus, elles ont une espérance de vie assez faible, les PME. Et donc, il mettait l'accent donc, sur les réformes nécessaires dans la science et la technologie de l'information. Aujourd'hui, cette situation s'est à peine améliorée. Je veux dire, la contribution des PME au PIB et la contribution des PME à la création de connaissances, à l'économie de l'information et à la science, aux technologies de l'information. Alors, il y a pourtant, en effet, une réforme universitaire importante et la mise en place il y a eu des décisions majeures à partir de là, à partir de 2004-2005, et un élan politique très fort à partir de 2009, sur ces questions de recherche, d'enseignement et d'organisation de la recherche, qui n'ont encore pas véritablement porté leurs fruits, principalement pour les questions structurelles que j'évoquais dans ma première partie. Là, je reviens, Valérie vous a parlé de cela. Ce tableau, il n'est pas inintéressant quand même, c'est la DIRD, c'est la dépense intérieure de recherche-développement globale. Donc les colonnes bleues, c'est la dépense globale en source OCDE 2011. Des dernières qui harmonisent tous ces pays. Donc, là, ce qui est en bleu, c'est la DIRD globale, et ce qui est en jaune, c'est la DIRD privée, tu n'as pas évoqué. La DIRD des entreprises. Et donc, en Russie, on est aujourd'hui à 1,20, 1,22, 1,23, 1,24, 1,25. Ce chiffre augmente. Mais vous voyez, le nombre de chercheurs qui a eu tendance à diminuer un peu, il est effectivement autour de 165, comme tu disais, je crois.
pas le nombre de chercheurs, mais le nombre de personnes engagées dans la recherche. Vous voyez, il y a un nombre de personnes qui était supérieur à l'effort de la nation. On peut raisonner là-dessus, mais on peut parler de la productivité de la recherche. Bon, ça nous emmènerait un peu loin. Mais donc, vous avez la courbe, c'est le nombre de personnes engagées dans la recherche. Ça, c'est ce que... là, j'ai travaillé, moi, sur ces questions. J'étais à l'époque... je travaillais avec German Greff et une partie du gouvernement russe pour le compte de l'Union européenne. Et quand ils ont mis en place ces plans de prospective, c'est très ambitieux. Hein, c'est un peu comme Lénine disait, on va rattraper... bon, mais c'est vrai que c'est très ambitieux. Ça, c'est la part des hautes technologies dans le PIB. En 2006, on est à 10,5 et le ministère, le MEDT, Ministry of Economic Development and Trade, ministère du développement économique et du commerce. Ça, c'est le poids, donc, c'est les efforts à faire pour les parts de technologie dans le PIB. L'apport des secteurs innovants dans la croissance annuelle du PIB, on est à 1,3 en 2006, on devrait en 2020 entre 2,5 et 3. Je ne vais pas vous lire mon tableau, mais c'est tout ça pour vous dire qu'il y a un effort, en tout cas il y a des objectifs qu'ils n'atteindront pas, mais qui sont ambitieux et qui peuvent être des moteurs quand même, qui peuvent essayer de faire bouger un petit peu la mécanique. Ça, c'était la définition de ce qu'on appelle haute technologie, pour que, éventuellement, si on me pose la question, je reviendrai sur la diapo, j'avance. Donc, ça, c'est un indicateur intéressant. C'est un indicateur de la Banque mondiale. C'est un indicateur de la Banque mondiale qui s'appelle le KEI, le KEI, Knowledge Economy Index. Un indice de mesure de l'économie de la connaissance, et qui s'appuie sur 4 piliers, hein, qui est calculé pour 146 pays. Je vous ai mis la Suède qui est première, la France qui est 25e, 24e, la Russie qui est 57e et la Chine qui est 84e. Ces 4 piliers sont les institutions de l'économie, hein, comment marche le droit de propriété, le droit, comment fonctionne l'armature du droit, l'armature juridique pour produire la connaissance. Ça, c'est le système d'innovation, le nombre de centres de recherche, les universités, etc. Ça, c'est le système d'éducation et de la formation des chercheurs. Et ça, c'est la diffusion des TIC, des technologies de l'information et de la communication dans la société. Et donc, c'est pas très brillant. Voilà. Ça, c'est 2012, pas parce que je vous ai négligé 2013 ou 2014, tout simplement parce que la Banque mondiale n'a pas encore publié ces 2 années-là. C'est la dernière année publiée. Et donc, c'est pas un résultat très brillant qui croise un peu ce que tu disais tout à l'heure et ce que je disais il y a 2 minutes sur la productivité de la recherche. Ça, c'est les 4 piliers que je viens de vous décrire, et j'ai presque terminé. Alors, les choix gouvernementaux. En 2005, c'est en effet le démarrage où le processus s'est enclenché de réforme. 2005, le gouvernement russe décide de prendre de nouvelles mesures pour favoriser le développement de produits innovants et s'inspire de l'étranger. Ça, c'est Michel qui va vous développer ce point. Moi, je ne fais que l'effleurer pour attirer votre attention là-dessus. Il y a eu des zones spéciales qui ont été créées, un peu comme les Chinois, un peu comme nos amis chinois, pour attirer les investissements directs étrangers. En tout cas, ce sont des zones économiques spéciales qui ont une fiscalité particulière, qui ont des droits, des salariés particuliers, avec des... bon, il y a un regard et des mesures qui sont prises pour attirer l'investissement étranger. Il y a des technoparks, un peu comme aux États-Unis ou en Europe. Il y a des cités de l'innovation, comme à Skulkova ou à Innopolis Kazan, des cités de l'innovation. Il y a des villes fermées. J'ai eu j'allais dire l'honneur, mais je crois que je n'hésite pas à le dire. J'ai visité, je pense, il ne doit pas y avoir beaucoup d'Occidentaux qui l'ont fait, mais j'ai visité une ville fermée, Zato, Zatkritie Administrativni Territorialne Obrazovanie. C'est des villes qui étaient pour le complexe militaro-industriel, etc. Et j'en ai visité une à côté de Moscou, qui s'appelle Kresnya-Zamosk, qui était pour le guidage du système balistique. Et j'ai été invité à visiter cette ville fermée en 1995. Voilà, pardonnez-moi ce petit truc privé. Hein. Voilà. Mais il y a encore, alors aujourd'hui, si quand même, aujourd'hui il y a encore 42 villes dites fermées, qui sont en général stratégiques pour la défense ou pour la recherche en général. Hein. Il y a des plateformes de transfert de technologie dont Michel vous parlera. Et puis il y a aussi quelques incubateurs et centres d'innovation. Donc vous voyez, la panoplie est presque complète. Maintenant, il faut renouer les fils entre ceux qui produisent de la valeur par la recherche et ceux qui produiront les produits sur le marché.
Il y a donc des zones économiques spéciales pour les nouvelles technologies, pour les nouveaux produits, pour les infrastructures de transport et pour le tourisme. Kaliningrad, par exemple, est une zone économique spéciale pour le tourisme. La Russie bouge quand même. Il y a une création de plus de 20 régies publiques, dont Rosatom, Rostechnologie, Rosnano, Anatoly Chubais, qui était un des promoteurs de la privatisation que je critique volontiers dans d'autres contextes, mais bon, c'est pas le moment. Mais aujourd'hui, il pilote Rosnano, il y a l'OAK pour l'aéronautique et l'OSK, ce sont des régies donc avec un statut public croisé avec des investissements municipaux et voire privés pour partie. Et puis il y a la mise en place de zones d'activité comme Skulkovo, avec la fondation Skulkovo, avec l'Institut Bauman, Alstom, EADS, Microsoft, Tata, Cisco, Nokia, avec la liste est pas du tout exhaustive. Les choix gouvernementaux, il y a 8 domaines, et j'ai terminé. Il y a 8 domaines. La sécurité et la lutte contre le terrorisme, pour les priorités de la recherche. Les nanotechnologies, les systèmes d'information, les sciences de la vie, qui sont un peu en retard, donc il y a un effort qui est fait là-dessus. Il y a les armes avancées et les équipements militaires spéciaux, notamment balistiques. Il y a la gestion de l'environnement, les transports et les systèmes spatiaux, l'efficacité énergétique et l'énergie nucléaire. Et donc ce sont des similarités très importantes avec les programmes qu'on peut retrouver au sein de l'Union européenne ou dans les pays de l'OCDE. L'analyse provisoire des résultats, c'est ma dernière diapo, c'est que le fonctionnement des nouvelles structures de l'innovation, pour l'instant, reste encore peu efficace, il manque de moyens. Il y a une productivité, il y a un vieillissement de la population des chercheurs, ça a été très bien dit tout à l'heure, pour la recherche publique. Et la recherche privée, elle n'est pas létale, mais elle est insuffisante. Donc on a une situation où on ne fait pas d'efforts suffisants au niveau des entreprises, dramatique pour les petites, très moyen pour les plus grosses, et on a un vieillissement de la population des chercheurs dans le public. Donc ça, c'est quand même pas très bon, et la recherche est aussi en train d'être internalisée par les entreprises. Je vous disais tout à l'heure que la recherche était davantage dans les instituts et pas dans les universités. Dans le cadre de la réforme universitaire, les entreprises s'approprient aujourd'hui, récupèrent la recherche. Les investissements et les incitations du gouvernement ne sont pas suffisants. La protection du capital intellectuel des innovateurs reste incertaine. Donc ça c'est un vrai problème aussi. C'est les questions de property rights, de droits de propriété. Les droits de propriété intellectuelle et industrielle. Pour attirer les investisseurs, pour sécuriser les investisseurs, il faut faire des efforts dans cette direction-là. Régler le problème de la corruption, et je pense que le gouvernement a pris conscience de tout cela. Les révélateurs de la crise ukrainienne et de la crise financière, de toute façon, avec la chute des taux de croissance, les obligeront à faire des efforts, et ils en ont les moyens. Je vous remercie.